Chapitre 14, partie 2. C'était deux jeunes gens, sans doute des étudiants, qui parlaient d'avenir les yeux dans les yeux. Deux jeunes couillons à la mode hippie qui voulaient probablement repeupler le monde à eux seuls. Ils étaient mignons, ces post-adolescents crédules. Il me fallut pas longtemps pour arriver à leur soutirer de l'argent contre un misérable bout de feuille de 90 grammes. Je leur avais même accordé une ristourne, sachant qu'ils ne m'achèteraient pas un morceau de papier, mais le concept de bohème, d'exotisme. Je leur fis un pack empli de tout ce dont ils rêvaient pour seulement 15 francs. J'étais pas cher finalement. Il aurait peut-être fallu que je songe à suivre l'inflation ambiante. Mon deuxième choix se porta sur des gens de la middle class, dînant aux chandelles pour fêter leurs 25 ans de mariage ou le remboursement de leur maison achetée à crédit. Lui était très grand, avec les tempes grisonnantes et des yeux cernés par trop de soucis. Il était vêtu d'un blazer de couleur grise et d'un jean. Tandis que l'homme était sobre, d'apparence en tout cas. Sa minuscule femme, elle, cachait sa surcharge pondérale par une sorte de drap bigarré. Non, c'était plutôt un rideau fuchsia que portait ce petit bout de ménagère. Ah, elle était mignonne, bien que rondelette et beaucoup trop maquillée. Il ne fut pas difficile pour le sniper que j'étais devenu de remarquer au premier coup d'œil la profusion de fleurs qui se développait sur son corps. Ça grouillait littéralement, de son collier empruntant sa courbe à un iris, à l'accumulation de roses qui servaient de motif à sa robe, en passant par ses boucles d'oreilles en forme de pâquerettes, tout y était. Il était tout à fait de circonstance de les aborder en ces termes. « Bonsoir les tourtereaux, puis-je me permettre de m'immiscer entre vous un instant ?» Et là, alors que le mâle allait remplir son rôle social en me chassant, j'embrayai en lui clouant le bec par la même occasion. « Ah, c'est une grande occasion qui vous réunit ce soir, n'est-ce pas ? Madame s'est auréolée de 1000 fleurs, monsieur est ébahi, autant par son charme que sa toilette. Et voilà qu'un trouble fête vint vous déranger durant ce moment exquis. C'est moi. En effet, vous n'étiez pas convié, m'envoya le mari, fier de montrer son ardeur à défendre l'intimité de sa Juliette Descaties. Ayant remarqué l'œil curieux et amusé de la dame, je repris aussitôt. Je suis en effet un impondérable. Je suis le grain de sable qui vient titiller les rouages d'un monde si terne, et surtout qui vient vous apporter cette rose. Seule fleur qui manque à la parure de madame, m'exclamai-je, terminant ma tirade par une courbette aussi exagérée que le reste du monologue. Je brandissais un de mes pliages tout en la saluant. L'homme était un peu gêné, sa femme était tombée sous le charme, et j'étais assez fier. Le mari n'eut d'autre alternative que de m'acheter l'origami. Il voulait surtout me voir filer sans passer pour un pingre. J'étais persuadé que grâce à moi, ce guichetier quinquagénaire avait pu tirer sa crampe ce soir-là. Il ne me reste qu'un vague souvenir de la tablée suivante, et cela pour deux raisons évidentes. Ils étaient d'une banalité à étouffer une pissotière de celle des fêtes, et ils refusèrent catégoriquement tout échange verbal. Dans ce genre de cas, je me remémorais mon bisaïeul. Il m'avait dit un jour, en remontant sa casquette de capitaine, « Faut jamais baisser les bras, fiston. Les imbéciles gâchent déjà leur vie, ne leur laisse pas l'honneur d'éclabousser la tienne. » Je pensais souvent à lui et à ses maximes dans ces temps-là. Bref, je ne mis pas longtemps pour me remettre en selle et me diriger vers la dernière table, sensible de me convenir sur cette terrasse. Un peu en retrait des autres, contre le mur de la bâtisse médiévale abritant le restaurant, se tenaient de jeunes gens. Le garçon parlait avec les mains, et la fille le regardait avec les mains devant sa bouche, comme les enfants qui n'osent pas parler. À peine les avais-je abordés que l'homme, qui était en fait bien plus vieux que je l'avais cru au début, me parut hostile. J'avais beau scruter les indices sur chacun d'eux, rien ne me donna de piste à fouiller pour les intéresser à mon ersatz de Florent. Hormis les grands yeux noirs passés au col et le tchador de la jeune femme. Je fis tout de même un discours sympa et un peu décalé, pour une fois, sur l'amour et les roses d'Ispahan, puis soudain, tout bascula.
L'homme s'était levé avec fracas et m'insultait. Je ne comprenais absolument pas la source de tout ce ramdam. Avant que je n'ai pu ouvrir la bouche, ce connard me traitait déjà de raciste et de dizaines d'autres noms d'oiseaux dans sa langue gutturale. Alors que je tentais de lui parler afin de savoir ce qui avait créé ce malentendu, il m'assena un coup de poing sur le côté. Non, non, là c'en était trop. Je n'allais pas rester là à me faire insulter injustement dans une autre langue. Je lui mis une bonne main de fatma en travers de la gueule. Ça ne suffisait pas. Il était costaud le bougre. Il finit par me donner un uppercut sous le diaphragme avant de me projeter dans la ruelle perpendiculaire. Je m'effondrais dans le boyau puant, le souffle coupé. J'avais échoué sur le flanc, dans une position incongrue. Cela ne m'amusait pas pour un sou. Heureusement, un réflexe venu du fond des âges avait placé mon bas entre ma tête et le sol. Je restais dans cette position ridicule, le temps de reprendre mon souffle. Cela sembla durer une éternité. Une pulsion du bras me permit de rouler sur le dos. Je voyais maintenant la nuit se détacher derrière une poubelle qui avait une indigestion. Je pris conscience de cet instant, d'être vautré dans les ordures éparpillées sur le sol. Alors que j'avais l'impression de faire tampon entre le ordure et les emballages gras et spongieux, mes doigts se refermèrent sur un objet lisse et froid. C'était l'arme. La vue de cet engin me fit l'effet d'un électrochoc. Sonné un instant plus tôt, je redevins lucide, en une fraction de seconde. Évidemment, je n'avais jamais vu de truc semblable en vrai. Bien sûr, comme tout le monde, je m'étais abreuvé de 1000 morts dans les films, j'avais vu des centaines de flingues, mais là, c'était pas pareil. Un frisson parcourait mon échine, mêlant peur et envie. C'était une sensation étrange. Moi qui avais toujours été antimilitariste, contre les armes à feu, me voilà assis dans la ruelle avec un de ces machins de guerre à la main. Cette sensation nouvelle me laisse encore perplexe. C'était proche d'une expérience sexuelle. Je m'assurais que le cran de sûreté était bien enclenché, merci le cinéma. Puis j'arrivais à noter le chargeur, après quelques manipulations. Il était dûment rempli de bastos. J'avais retrouvé la station verticale. Mon corps était entièrement parcouru de frissons d'adrénaline. Dans ma main droite, le long de ma jambe, pendait un glaive de feu. Je me sentais comme l'étranger sur une plage de ciment. Il pourrait me servir à faire regretter à l'autre fondamentaliste de mes deux d'avoir levé la main sur moi. Il pourrait me servir à braquer une épicerie ou à jouer les justiciers dans la rue. Maintes possibilités, tout aussi foireuses les unes que les autres, me vinrent à l'esprit. Débouler au Conseil des ministres et éradiquer tous ces cloportes, traquer les pédophiles, le rapporter chez les Schmitt ou me tirer une balle. Non, il n'y avait rien à faire de rationnel avec cette saloperie. Je quittais donc cette posture empruntée à un Dick Tracy ou Spider-Man pour ranger ma trouvaille au fond de ma besace. Pourquoi je gardais ce truc ? À cause de l'attirance irrationnelle qu'il exerçait sur moi. Peut-être que j'espérais qu'il m'offrirait une vie meilleure, j'en savais rien. Les branches qui passaient sous mes yeux, portées par le fleuve, semblaient charrier mes souvenirs. Le gun dansait toujours entre mes doigts, comme s'il était possédé d'une volonté propre qui l'aurait incité à sortir de sa planque, à attaquer. Après tout, n'était-ce pas sa raison d'être ? Lesté de ce poids, j'entrevoyais l'impossibilité d'être pacifique tout en possédant un objet de mort tel que celui-ci. Quand on possédait un objet, il fallait bien s'en servir, sinon à quoi bon ? Et si l'occasion ne se présentait pas, alors viendrait bien un moment où il faudrait la créer, tout simplement. Mais quel monde de merde ! Mais je suis sur le point de crever et je trouve rien de plus original à dire. Je vidai méthodiquement une flasque de son contenu et perdis à nouveau mon regard dans les formes anguleuses du démon. Tout en fermant les yeux, je mis le canon dans ma bouche. Non sans difficulté. Mon visage était crispé, comme jamais il ne l'avait été auparavant. Des torrents de sueur dévalaient mon front. Mais je ne pus m'y résoudre. Je fis plusieurs tentatives, mais aucune d'entre elles n'aboutit à autre chose que la honte de ne pouvoir aller jusqu'au bout. Et les gens se gargarisaient en traitant les suicidés de lâches. J'aimerais les y voir avec un putain de flingue dans la bouche. C'était eux les lâches. Vivre pour les autres. J'aurais aimé qu'ils sachent qu'il est plus facile de vivre, ou du moins de ne pas mourir,
en subissant son existence jusqu'à ce que mort s'en suive, plutôt que de passer à l'acte. Franchir le pas, c'est pas un concept. Je fondis en larmes. 2 coups de feu retentirent, sans même troubler le cours d'eau. Puis l'arme rejoignit ses munitions dans le lit du fleuve. Je restais là, à sangloter, tout en tirant sur une tige, entre 2 cannes de tout. Des armes bleues, bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au fond de l'âme. Sale temps, ouais, sale putain de temps.